Merci beaucoup, bienvenue à tout le monde. Bienvenue, surtout, à vous, monsieur Akira Mizubayashi. On est positivement, vous pouvez pas savoir à quel point on est ravis de vous recevoir. Pour commencer, cette rencontre, juste vous présenter en quelques mots, pour ceux éventuellement qui ne vous connaissent pas. Donc, vous êtes né au Japon en 1951, désolée, je déflore un peu. Vous avez commencé vos études, à Tokyo, en civilisation et langue étrangère. Ensuite, si je ne me trompe pas, vous êtes arrivé en France et plus particulièrement à Montpellier en 73, où là, vous avez fait des études pour une formation afin d'enseigner le français dans votre pays. Alors pour commencer notre discussion, en fait, je voudrais reprendre une phrase que vous avez tenue, nous a interpellés en fait, et qui est celle-ci. J'ai décidé d'entrer dans la langue de Rousseau. Quel a été le déclic du coup pour rentrer dans cette langue? Ça, c'est une citation qui vient d'une langue venue d'ailleurs. Oui. Oui. Bonsoir ou bonjour. Oui, à un moment donné, j'ai décidé d'entrer dans la langue de Rousseau. Vous avez l'habitude de dire que le français, c'est la langue de Molière. Je ne suis pas contre cette idée-là, mais pour moi, qui avait lu pas mal de livres de Rousseau en japonais, et donc je voulais absolument lire les grands chefs-d'œuvre de Rousseau en français, donc c'était pour moi plutôt entrer dans la langue de Rousseau. Pourquoi cette décision ? C'est parce que j'ai découvert à l'âge de 17 ans ou 18 ans un philosophe japonais qui parlait magnifiquement de la langue française et puis de la culture française. C'est un philosophe japonais qui s'appelle Mori Arimasa, qui n'est pas très connu en France et qui est presque tombé dans l'oubli au Japon aussi, alors qu'il a laissé une œuvre considérable. Et un jour, donc, je suis tombé sur un texte de ce philosophe et il parlait magnifiquement de la langue française. Et pourquoi ça m'a touché? Parce que je souffrais à cette époque-là. J'avais 17 ans, 18 ans. C'était, comment dire, j'avais en moi une sorte de mal-être linguistique. Ça correspondait très certainement à une crise d'adolescence. C'est 18 ans, c'est l'âge, ou 17 ans, bon, ça a commencé à l'âge de 16 ans, mais ça a duré assez longtemps. C'est un âge où on s'interroge sur le sens de sa présence au monde, sur le sens de, de sa vie. Et donc c'est en général, peut-être à ce moment-là, on cherche des solutions désespérément dans la littérature, dans l'art, dans la musique. Ça a été mon cas. Il y a un élément qui s'ajoute à cela, c'est que quand j'étais au lycée, j'ai vécu les événements de 68. Nous avons eu un mai 68 au Japon aussi. C'était une période fortement politique et politisée. Et je n'avais rien contre avec le projet de réforme, de changer radicalement la société. Mais il y a une chose qui m'a fortement gêné, c'est que mes camarades au lycée ont commencé à imiter le discours qui était très lié à ces événements-là. Alors, c'est cet aspect d'imitation involontaire, sans doute, de la part des lycéens, des mots qui circulaient dans la société, des mots qui étaient prononcés par les étudiants contestataires, etc. Et il répétait ces mots sans être gêné par cette espèce
folie de répétition, comme des perroquets. Voilà. Ça m'a rendu très, très, comment dire, j'ai été très mal à l'aise par rapport à ça. Donc, je suis devenu un lycéen extrêmement taciturne qui refusait de communiquer un peu avec son entourage. Mais heureusement, il y avait une île qui était d'abord loin de moi, mais j'ai essayé de me rapprocher de cette île. C'était l'île de la littérature. Et là, j'ai trouvé un autre ordre de parole, dense, euh, profonde. Et donc, j'ai commencé à lire, dévorer euh, des livres de philosophie, des livres de littérature étrangère. C'est comme ça que j'ai commencé à me familiariser avec la lecture. C'est là que j'ai lu des grands romans de Tolstoï, Dostoïevski, et tout ça en japonais d'abord, hein, parce que je ne connaissais pas, bon, à part l'anglais que j'étudiais au lycée, donc je me réfugiais en quelque sorte dans les paroles littéraires, dans la littérature. Et dans ce contexte, donc, j'ai rencontré ce philosophe japonais Morihei Rimasa. J'ai découvert quelques pages absolument splendides de ce philosophe. Et, surtout quand j'ai découvert une page de son journal intime, euh, quand j'étais déjà à l'université, il disait que, alors qu'il avait presque 40 ans de français derrière lui, parce qu'exceptionnellement, c'est un Japonais qui a été scolarisé dans une institution privée, dans une école privée, où l'on enseignait le français, alors que 99% des Japonais ignorent le français, et le français n'est pas enseigné dans l'enseignement secondaire. Et ça a été mon cas, j'ai appris seulement l'anglais, mais ce philosophe a bénéficié de cette espèce de privilège culturel. Il a commencé à apprendre le français à l'âge de 6 ans avec un précepteur français, et tout de suite, et puis il a continué euh, euh, le français, son apprentissage du français au collège, au lycée et même à l'université. Et à force de l'étudier, de se familiariser avec la langue française, il a fini par devenir professeur de littérature et de philosophie française à l'université impériale de Tokyo. C'est le sommet de la hiérarchie des universités. Et je crois que c'est l'année de ma naissance, donc 1951. Il a eu la chance d'avoir une bourse du gouvernement français, donc il est venu à Paris passer un an pour terminer sa thèse de doctorat qui était consacrée à Pascal et à Descartes. Et donc il devait rentrer au bout d'un an, mais il n'est pas rentré. Il a décidé de rester à Paris et de vivre à Paris. Et c'est pendant cette période-là qu'il a écrit cette page qui m'a complètement bouleversé. Il dit que alors qu'il a commencé à apprendre le français dès l'âge de 6 ans, en arrivant à Paris, il avait plus de 41 ans, 42 ans, quelque chose comme ça. Il était déjà professeur adjoint à l'université de Tokyo. Il dit qu'il avait le sentiment de ne pas bien comprendre le français, alors que derrière lui, il a 40 ans d'expérience. Il a même eu des précepteurs français. Et donc, il dit, il faut que je recommence à zéro. Et il dit, il prend une décision solennelle. Il dit, je vais reprendre le français avec des manuels de français pour les enfants français. Et quand j'ai lu ça, j'ai été sidéré par cette espèce de modestie incroyable,
Et je suis sûr que à l'époque, c'était le japonais qui s'exprimait le mieux en français, qui connaissait admirablement bien le français. Mais, comment dire, il avait le sentiment de ne pas être allé jusqu'au bout de son expérience. Donc, il avait cette espèce de modestie incroyable. Donc, je vais recommencer, reprendre à zéro avec des manuels de français pour les enfants. Et quand j'ai lu cette page, comme je croyais que j'étais un bon élève en anglais, dans une langue étrangère, quand j'ai vu cette modestie, je n'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que c'est que ça? Lui qui a commencé à apprendre le français à l'âge de 6 ans, à 41 ans, alors qu'il est professeur à l'université de Tokyo, d'où vient cette parole incroyable? Et je me suis dit, et si c'est aussi profond, l'exploration d'une langue étrangère, ça mérite d'être, comment dire, approfondi. J'étais, je me suis senti totalement, comment dire, idiot par rapport à cette modestie gigantesque. J'étais comme une sorte de fourmi à côté d'un éléphant qui prétendait être ignorant. Alors, donc, je me suis dit, voilà, c'est peut-être un projet existentiel de toute une vie, mais je vais suivre ce monsieur, le chemin tracé par ce philosophe. C'est comme ça que j'ai décidé d'entrer dans la langue française et de l'épouser, je dirais, et faire en sorte que cette langue étrangère, qui m'était totalement étrangère, vraiment jusqu'à l'âge de 18 ans, devienne une langue, comment dire, aussi proche que possible de moi. Donc quand j'ai écrit, voilà, j'ai écrit ça, j'ai réfléchi, j'ai présenté ce type de réflexion dans une langue venue d'ailleurs. J'ai repris une expression de Cioran dans ce livre. Je dis quelque part, j'habite le français. J'habite le français. Pour moi, ça veut dire deux choses. Premièrement, c'est habiter le français, c'est sentir une sorte de proximité à la fois sentimentale et intellectuelle. C'est une langue qui fait partie maintenant de mon existence. C'est cela, j'habite le français. Mais deuxièmement, la deuxième sens de cette expression que j'ai empruntée à Cioran, c'est une manière de dire que je n'habite pas la France. J'habite le français, c'est-à-dire je me sens proche de cette langue qui était totalement étrangère à moi, à mon existence, mais qui est devenue une partie intégrante de mon existence. La réponse a été très, très longue, excusez-moi. D'ailleurs, Cioran aussi a choisi le français, comme Exactement, vous. oui, exactement. Souvent, des auteurs, de grands auteurs, ont choisi le français ou une langue étrangère quand ils partaient en exil. Vous, c'est pas ça du tout. C'est ce que vous venez de nous dire. C'est vraiment un choix délibéré du français. Vous avez écrit, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son pays, on choisit Petit éloge de l'errance. Oui, c'est ça. On ne choisit pas sa langue. Oui. Et que vous avez choisi le français. Oui. Alors, c'est ce que je ressens profondément. Je me dis que l'être humain, c'est un être privé de liberté, mais alors de façon fondamentale. Alors, c'est comme vous venez de le dire, on ne choisit pas son pays. Je n'ai pas choisi d'être japonais. On ne choisit pas ses parents. Je n'ai pas voulu naître de parents japonais. On ne choisit pas son époque. Je n'ai pas choisi d'arriver dans ce monde en 1951.
Je n'ai pas choisi ma date de naissance. Je n'ai rien choisi de mon existence. Je suis là, comme ça. C'est un peu existentialiste. Hein. Voilà, j'ai été projeté comme ça dans ce monde. Ce n'est pas ma volonté euh, être là. Ce n'est pas le résultat d'une réflexion, d'une décision, d'une volonté. Je suis là, comme ça. Donc, ce n'est pas le résultat d'un acte libre, délibéré, mais donc je n'ai même pas choisi le japonais. Je me souviens, à l'âge de 13 ans, ma mère est tombée malade. C'était une maladie assez inquiétante. Et j'ai eu envie d'écrire des poèmes. Et j'ai écrit mais des pages et des pages. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de cette langue qui était une sorte de, comment dire, quand on travaille euh, la langue devient une sorte d'objet extérieur. Donc, ah oui, c'est ma langue, le japonais. Donc, cette prise de conscience de l'extériorité de ma langue est arrivée à l'âge de 13 ans, quelque chose comme ça. Et une fois de plus, c'est pas moi qui l'ai choisi. Mais bien des années plus tard, c'est-à-dire au moment où j'ai commencé à m'intéresser au français, il y a des choses qu'on peut choisir dans ce monde. Et on est bien content que vous ayez choisi le français. Et on peut choisir une langue, des langues, et il y en a des langues dans le monde. Et voilà, en plus, fort heureusement, la langue, ou la langue française, la langue allemande, la langue anglaise, n'importe quelle langue, ce n'est la propriété de personne. On ne peut pas m'accuser d'apprendre le français. On ne peut pas m'accuser d'apprendre une langue qui est parlée par des gens qui n'ont rien à voir avec le japonais et le Japon. Ça, c'est un espace incroyable qui s'est ouvert devant moi, l'espace de la liberté, mais totale, si on a une volonté d'approche d'une langue extérieure, et on peut la choisir. Et voilà, c'était une sorte de, comment dire, bouée de sauvetage pour moi. Ouais. Bien sûr, le livre a la part belle dans vos romans, mais surtout aussi la musique, qui est pour nous un personnage à part entière. Mmh. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus. Est-ce que vous êtes, alors mélomane, ça on n'en doute pas, musicien ? Non, je ne suis pas musicien. Il est vrai que dans tous mes livres, la musique est présente. La musique occupe une place très importante dans ma vie. Je ne peux pas imaginer ma vie sans la musique. Et d'où vient cet intérêt pour la musique? Je vois une explication. C'est que j'ai grandi au son du violon de mon frère. Mon père nous a initiés très tôt à la musique occidentale. Quand j'ai commencé à faire du piano, moi aussi j'ai fait de la musique pendant 4 ou 5 ans, j'ai fait du piano. Mon frère, il a commencé par le piano et assez rapidement, il est passé au violon. Et quand mon père nous a initiés à la musique européenne, c'était un acte délibéré de sa part, parce que je crois savoir que derrière cette décision, cette volonté,
il y a une expérience très douloureuse de la guerre qu'il a vécue quand il était jeune. La période très tourmentée de l'histoire du Japon contemporain, entre 1930 et 1945, la période qu'on appelle la période de la guerre de 15 ans. Cette période, mon père l'a vécue très douloureusement, à tel point qu'il a été, il a été torturé dans l'armée parce qu'il était farouchement opposé à cette guerre coloniale. Et, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire du Japon de cette période-là. Cette période est marquée par une espèce de fanatisme, par le culte fanatique de l'empereur. Et c'est quelque chose que mon père n'acceptait pas. Et c'est ce fanatisme militaire qui a conduit le Japon jusqu'à la catastrophe finale en 1945, symbolisée par 2 explosions atomiques. Donc cette guerre a entraîné plus de 20 millions de morts dans les pays d'Asie et plus de 3 millions de morts sur le territoire national. Et je crois que pour mon père, ça a été un traumatisme. Je crois que toute sa vie, il a essayé de remettre en question ce qu'il avait vécu, et puis il souhaitait que cette période ne revienne jamais. C'était un cauchemar pour lui. Donc, je crois comprendre que dans la volonté de nous initier à la musique européenne, c'était une porte d'entrée pour lui d'une culture, d'une civilisation qui n'était pas la civilisation japonaise. Et il a fait sciemment cela, je crois, d'autant plus qu'il admirait énormément Victor Hugo. Il aimait beaucoup le cinéma français. Avant la période de la guerre de 15 ans, le Japon a connu une autre période qui était beaucoup plus libérale. Donc, les grands chefs-d'œuvre des littératures étrangères avaient été traduits à ce moment-là. Donc, mon père, quand il était jeune, avait la possibilité de lire Les Misérables en japonais. Donc, pour lui, ce qui comptait, ce n'est pas transmettre le fanatisme qui a fait souffrir lui et les autres Japonais, mais c'était plutôt chercher d'autres valeurs du côté de la période qui a précédé la guerre de 15 ans. Et c'est ainsi que il a pris cette décision de nous conduire à une première forme de culture européenne par le biais de la musique. Et donc c'était une décision assez grave et pour lui solennelle, puisque quand nous avons été initiés à la musique, donc nous avons commencé tous les deux, mon frère et moi, par le piano. Ça a commencé par l'achat d'un piano. Et à l'époque, il était professeur de physique dans un lycée, et le prix de ce piano, c'était quelque chose de, je sais pas, ça correspondait à un an de salaire. C'était quelque chose de tellement démentiel que il a été, et ma mère, donc ma mère et mon père, ils ont été même critiqués par la famille, mais
tu te crois appartenir à une couche supérieure de la société. Avec quelle fortune tu vas acheter ce piano? Mais c'était une décision extrêmement importante. C'était, comment dire, un objet extrêmement rare dans une petite ville de province du Japon. Et c'est tellement rare que le jour où ils ont reçu le piano en question, il paraît qu'il y avait des attroupements d'habitants de cette ville, et donc des curieux. Il paraît qu'il y a un truc qui s'appelle piano qui arrive chez les voisins, donc ça vaut la peine d'aller regarder, d'aller voir ce spectacle. Donc à l'origine de cet intérêt pour la musique, il y a cette décision, et depuis, bon, comme mon frère a continué euh, son violon jusqu'à l'âge de 17 ans. Il a failli devenir professionnel, mais pour des raisons un peu compliquées à expliquer, il n'a pas choisi la voie de la musique, il a choisi une autre voie. Donc pendant toute cette période, j'ai grandi au son du violon de mon frère, et le violon, c'est mon frère. Voilà. Donc et c'est d'ailleurs lui qui m'a dit, tu sais, Akila, le violon a une âme. Vos parents décident de vous faire découvrir la musique donc occidentale. C'est un acte de rébellion par rapport à tout ce qu'il a quelque part, par rapport à l'impérialisme. C'est un acte de révolte, rébellion, oui. Il y a un passage d'ailleurs dans une langue venue d'ailleurs, quand mon père n'était pas encore marié avec ma mère, il était hébergé dans une espèce de hôtel-restaurant tenu par la maman de ma mère. Il travaillait dans cette petite ville de province, et c'était à la fin de la guerre. Et comme c'était un ingénieur, on lui avait confié une tâche d'imaginer une machine à produire du sel. La ville en question, c'est une ville qui s'appelle Sakata, donc au bord de la mer du Japon. Et voilà, il était chargé de faire marcher une machine qu'il avait inventée. Donc tous les jours, il partait de cet hôtel, de restaurant, et il revenait. Et ça, c'est un épisode qui m'a été raconté par ma mère bien des années plus tard. Donc voilà, il était nourri et logé. Le soir, donc il fallait quand le repas était prêt, le rôle de la jeune fille, c'est-à-dire qui est devenue sa femme plus tard, c'était d'aller dire au locataire, ça y est, le repas est prêt. Et donc, c'est ainsi qu'elle est allée voir mon père dans sa chambre. Et donc, elle a dit, Monsieur Mizubayashi, le repas est prêt, le dîner est prêt. Mais pas de réaction, pas de réaction. Donc, elle a osé ouvrir la porte coulissante. Au Japon, on n'ouvre pas comme ça, on ouvre comme ça. Et à ce moment-là, il n'y a personne dans la chambre. Et elle a trouvé ça bizarre. Et quelques instants après, mon père est sorti du placard mural. C'est difficile à expliquer, il y a une sorte de placard encastré dans le mur. Et il se réfugiait dans ce placard, là où on range ce qu'on appelle les futons, pour écouter de la musique occidentale. Il se réfugiait dans cet espace exigu. Et peut-être dans la scène inaugurale d'Âme brisée, ce petit garçon de 11 ans qui se cache dans l'armoire, il y a peut-être le souvenir. C'est après coup que je pense à ça. C'est pas du tout réfléchi. Donc peut-être il y a inconsciemment, il y a un souvenir qui est projeté dans cette scène. Donc il est sorti de ce placard, et à ce moment-là, elle a entendu une musique
qu'elle a pu identifier par la suite, c'était la symphonie pastorale de Beethoven. Et comme à l'époque, la guerre n'était pas terminée, donc écouter de la musique occidentale, même si c'était de la musique allemande, n'était pas forcément bien vu. Donc, il éprouvait le besoin de se cacher pour écouter cette musique. Donc, il s'enfonçait dans l'obscurité du placard pour écouter. Et c'était peut-être un acte de rébellion, comme vous le dites, et en tout cas un acte de résistance personnelle. Il n'était pas du tout, il n'appartenait pas du tout à un mouvement social contestataire. C'était un individu solitaire, je crois, mais quelque part, il faisait de la résistance à son niveau personnel. Oui, et oui, je crois que c'est ça. À la lumière de ce que vous nous avez expliqué sur votre père, je ne peux pas m'empêcher de penser que dans les deux personnages masculins principaux, que ce soit Dame brisée ou Reine de cœur, on retrouve des caractéristiques de votre papa. Certainement, oui, oui. Alors, l'histoire d'Âme brisée et l'histoire de Reine de cœur, ce sont deux histoires que j'ai inventées totalement. Il y a pas de... Comment dire, c'est pas des histoires que j'ai vécues. C'est une invention pure et simple, mais par-ci par-là, certainement, il y a des éléments qui viennent de ma vie, qui viennent de la vie de mon père. C'est vrai que dans le personnage de Yu Mizusawa, le père de ce petit garçon qui est caché dans l'armoire, il y a l'image de mon père, sans doute, parce que, précisément, c'est un professeur d'anglais, ce n'est pas un professeur de physique, mais c'est un professeur d'anglais ouvert, dont l'esprit est ouvert. Imaginez la situation du Japon à ce moment-là. Le Japon est en guerre contre la Chine. Le Japon envahit le continent chinois. Donc les Chinois, ce sont des individus venant du pays ennemi. Mais mon personnage principal, Yu Mizusawa, le professeur d'anglais, c'est un personnage qui ose créer des liens d'amitié avec des Chinois, des étudiants chinois, qui osent faire de la musique, qui osent proposer à ces étudiants chinois de faire de la musique ensemble pour, comment dire, approfondir leur sentiment d'amitié. Et forcément, ça ne plaît pas aux autorités politiques et militaires. Donc, quand j'ai créé ce personnage, je n'étais pas du tout conscient, mais certainement, ça fait quand même quelques années que j'ai inventé cette histoire. Quand je me relis, je me dis, il y a, dans le personnage de Yu Mizusawa, il y a une projection de mon père. Et dans Reine de cœur aussi, le personnage qui meurt tragiquement parce qu'on l'a obligé à commettre des actes inqualifiables, et ça le rend fou, et plutôt que de vivre, il choisit la mort. Et cet acte de résistance jusqu'au bout, et puis comment dire, il essayait de se sauver par le biais de la musique. Et dans Reine de cœur, la musique de Shostakovich, la 8e symphonie de Shostakovich, qui a été écrite en 1943, en pleine période de guerre. Et voilà, quand j'ai découvert cette musique, mais pleine de souffrance et de résistance, je n'ai pas pensé à mon père, mais il y a un certain nombre d'images qui me sont revenues. Par exemple, à la fin de ce livre, il y a une page de remerciements. Je remercie un certain nombre de personnes, dont
le cinéaste japonais qui s'appelle Kobayashi Masaki, qui a fait ce film magnifique qui s'intitule La condition de l'homme. Et le personnage principal de ce film, qui on ne l'oblige pas à commettre ce genre d'acte barbare, mais il est témoin. Il est témoin et il est, comment dire, devant sa faiblesse. Il ne peut rien faire pour sauver ces prisonniers chinois et il se hait en quelque sorte. Il hait son impuissance je reconnais d'une certaine manière mon père dans cette figure euh, euh, humaniste extraordinaire et j'ai pas du tout pensé au moment de l'écriture, mais après avoir achevé ce livre, voilà, moi j'ai l'habitude de remercier les personnes qui m'ont aidé, qu'elles soient vivantes ou mortes. Et à ce moment-là, à l'heure du bilan, je me suis dit, je vais remercier voilà, le Kobayashi Masaki, le cinéaste en question, et puis il y a d'autres personnes. Mais quand j'ai pensé à ce film, que j'ai revu d'ailleurs à cette occasion-là, et il y a un souvenir qui m'est revenu, c'est le souvenir d'avoir visionné ensemble avec mon père une scène d'un téléfilm qui a été tiré du même roman. Ce n'est pas le film de Kobayashi Masaki que nous avons vu ensemble, mais il y a une version téléfilm euh, tirée du même roman, jouée par d'autres acteurs. Et je me suis souvenu euh, du, que avec mon père et mon frère et moi, nous avions regardé ce téléfilm. Et quand le personnage principal est maltraité par ses supérieurs, il est victime d'une maltraitance, il reçoit des coups terribles, euh, et après cette séquence, il marche à peine. euh, et quand nous avons vu cette séquence, notre père nous a dit regardez bien cette scène, il s'est passé des choses vraiment comme ça. Euh, euh, J'en ai été témoin et j'ai vécu ce genre de scène. Et le personnage principal qui s'appelle Kaji, c'est un peu moi. Donc voilà, c'est comme ça que comment dire, les images qui étaient disparates dans mon esprit commencent à se ranger. Et je m'aperçois après coup que dans l'image de Jun euh, Mizukami, l'altiste qui meurt, il y a quelque part l'image de mon père aussi. Donc je crois que je suis, comment dire, je suis un peu euh, une sorte de porte-plume de mon père. Peut-être j'essaye de dire ce que mon père voulait dire. Euh, je suis un intermédiaire entre, je suis un passeur peut-être entre mon père et le public français. Et c'est vrai que je crois que la figure paternelle est omniprésente dans mes livres. Et, c'était un père exceptionnel. Oui, d'ailleurs, vous avez aussi écrit vos 2 livres. Ça se passe aussi dans les périodes 38-39, là, vraiment. Oui, oui, c'est ça. C'est la même. Parce que justement, mon père a vécu cette période-là de façon singulière et de façon, pour moi, admirable. Comment dire, ne pas être entraîné par cette espèce de folie collective et savoir garder toute sa lucidité devant des phénomènes collectifs incroyables. Euh, je suis en admiration devant cette attitude-là et je crois que ce qui
lui permettait d'avoir cette attitude-là, c'est-à-dire tenir à distance le Japon de cette période-là, c'était précisément la culture européenne avec laquelle il s'était familiarisé quand il était jeune, le cinéma français, la littérature française et puis la musique européenne en général. Pour lui, l'art et puis la connaissance émancipatrice se plaçaient au-dessus de tout. C'était les valeurs universelles qu'il pouvait partager avec des Chinois, des Coréens, des Européens, avec en tout cas, c'était sa conviction, je crois. Et c'est cette conviction-là, il a voulu la transmettre à ses enfants, à ses 2 fils. Je pense. Avant de laisser la parole à la salle, j'aimerais beaucoup que vous nous donniez la définition du mot quatuor, parce que pour vous, elle a une signification particulière. Ce sont 4 individus différents, 4 musiciens différents, et chacun essaye de s'affirmer parce que chacun a sa partition propre à lui. Le premier violon, deuxième violon, l'alto et le violoncelle. Mais ce que chacun fait est totalement incomplet. Pour le premier violon, il faut absolument les 3 autres instruments. Le deuxième violon, l'alto, le violoncelle. Idem pour les autres. Le deuxième violon a besoin. Il a sa partition, il a sa singularité, il a sa personnalité musicale à affirmer, mais son être n'est pas complet. Son être contribue à l'édification, à la construction d'un ensemble avec la participation des 3 autres musiciens. Et c'est cette manière d'être singulier, d'être seul, c'est-à-dire chaque musicien est dans sa solitude la plus totale, parce qu'il est en face de sa partition. Il faut qu'il arrive à jouer cette partition, mais en même temps, quand il joue sa partition, il faut qu'il soit à l'écoute des 3 autres. Parce que c'est pas jouer ensemble. Il faut que chaque musicien soit à l'écoute des autres, c'est-à-dire, et c'est pour ça, j'aime beaucoup assister à des concerts donnés par des quatuors, parce que chaque musicien, au cours de l'interprétation d'un quatuor à cordes, que ce soit de Beethoven ou Mozart, on perçoit ce que je viens de dire, c'est-à-dire on est seul, on est un individu solitaire, autonome, qui doit affronter sa propre partition, mais en même temps, il faut qu'il soit à l'écoute des autres. Alors, chaque musicien a des moments stratégiques, il tend l'oreille, et parfois, par exemple, le deuxième violon, il se rapproche du premier violon, parfois il se rapproche de l'alto, et puis quand le concert est magnifiquement filmé, on voit des clins d'œil, ils se regardent pour assurer un début de quelque chose ensemble. Alors, c'est cette manière d'être à la fois seul et avec autrui, et c'est ça qui m'émerveille. C'est quoi? C'est l'image de la société. Une société idéale, peut-être? Oui, la société humaine. Et comme je suis 18e, comme je me suis intéressé aux Lumières, et quand je constate avec mon maître Genevois, qui n'est plus de ce monde, malheureusement, Jean Straubinski, quand je constate que cette forme qu'on appelle le quatuor à cordes a pris naissance au XVIIIe siècle,
avec le siècle des Lumières, c'est l'inventeur évident, c'est Haydn. Il en a écrit énormément. Son successeur, c'est Mozart. Et puis avec Beethoven, avec ses 16 quatuors à cordes, cet art a atteint une sorte de sommet. Et les compositeurs qui l'ont suivi, c'était tellement parfait que, comment dire, c'était extrêmement dissuasif, ces 16 chefs-d'œuvre. Heureusement, Schumann a écrit des quatuors, Schubert a écrit des quatuors, Brahms a écrit des quatuors, et puis plus tard, Shostakovich a écrit des quatuors. Heureusement, ils ont continué, heureusement. Mais ce qui me touche, c'est que cette forme, ce genre qu'on appelle le quatuor à cordes, a pris naissance, un peu comme la symphonie et le concerto d'ailleurs, au XVIIIe siècle. Et par exemple, je ne sais pas, les 6 premiers quatuors de Beethoven, opus 18, et puis quelques quatuors, absolument, c'est des chefs-d'œuvre de Mozart. Ce sont des œuvres rigoureusement contemporaines de 1789. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et voilà, donc je crois que c'est un texte magnifique. L'idéal de ce texte est loin d'être réalisé et même atteint, mais je suis à la fois attaché au texte de 89 et au quatuor à cordes, qui en est l'expression exemplaire. C'est en ce sens-là que je suis très attaché au quatuor à cordes. Et j'écoute régulièrement quelques chefs-d'œuvre et donc c'est pas par hasard que j'ai choisi le quatuor de Schubert, Rosamunde, pour commencer à me briser. Vous avez des projets pour les prochaines rentrées littéraires? Quand j'ai fini Reine de cœur, je me suis dit, voilà, j'ai écrit une histoire qui tourne autour d'un violon, et puis une autre histoire qui tourne autour d'un alto. Et alors pourquoi ne pas continuer avec le 3e instrument qui est le violoncelle? Et je n'avais pas du tout l'intention d'écrire une trilogie. Mais quand j'ai fini Reine de cœur, et quand j'ai eu heureusement une idée de roman, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas écrire le 3e volet de la trilogie, commencer avec Âme brisée et poursuivi avec Reine de cœur. Donc je me suis lancé dans l'écriture d'un livre, d'un roman, qui est situé à peu près à la même période historique. Il y a des musiciens, ça se passe entre la France et le Japon, et c'est la même thématique, mais une histoire totalement différente, avec des personnages complètement différents. Mais quand j'ai eu l'idée de « Ah, pourquoi ne pas faire le 3e volet avec le violoncelle ?» Je me suis dit, alors oui, je peux peut-être faire revenir certains personnages des 2 romans précédents. Voilà, c'est une idée qui m'est venue plus tard, pas du tout au début. Quand j'ai commencé à me briser, je ne savais pas que j'allais écrire quelques années plus tard Reine de cœur. Donc je suis parti avec cette idée et j'ai fini mon nouveau roman il y a quelque temps. Je l'ai envoyé à Gallimard et mon éditeur Jean-Marie Laclavetine l'a accepté tout de suite. Donc il va sortir le 16 août
Et je peux révéler le titre aussi, elle est moins connue. Alors ça s'appellera Suite inoubliable. Nous avons hâte. Bon, très bien, merci beaucoup. On va attendre votre nouveau roman avec impatience. Maintenant,